Um, as far as the political conflicts go, uh, I wasn't thinking about power as a central element. En ce en ce qui concerne les conflits politiques, je ne pensais pas vraiment au pouvoir comme un élément central. I would say ambition was the word that was sort of foremost in my thoughts when it comes to, at least to the men who aspire to power. Dans mon esprit, quand je réfléchissais à ces conflits-là, le mot véritablement qui me venait plus à l'idée, c'était le mot ambition, en particulier concernant l'homme qui aspire au pouvoir. And I'm not sure there's really a difference except in the way that one thinks about it. Power is the goal, ambition is the drive to achieve it. Je ne sais pas si finalement il y a véritablement de différence. En fait, ce qui change, c'est la façon dont on le considère. Si le pouvoir est le but, l'ambition est le moteur qui propulse cette envie. And thinking from a personal point of the characters, I'm focused more on their ambition. Et puisque je me place plus du point de vue des personnages, ce qui compte pour moi, c'est leur ambition. And one the Dangelings desires power. The Scaldi warlord desires power, but also civilization, sophistication. Il y a un des Dangelins qui désire le pouvoir, un des Skaldiques qui désire le pouvoir, mais il désire également la civilisation et la sophistication qu'il a vue en Terre d'Ange. But he wants to take a shortcut to get there. Mais il veut prendre un raccourci pour y arriver. Rather than doing the hard work of educating his native land, I'll just take this one. Et plutôt que donc il prend un raccourci plutôt que de faire tout le travail difficile qui va constituer à éduquer son peuple et sa terre. Il se dit plutôt ah bah tiens ils ont ça à côté, je vais aller le prendre. And then of course there is another prime mover in the games of political intrigue, Melisande. Il y a également un autre joueur de première importance dans le jeu politique, c'est Mélisande. And although power and ambition are elements that motivate her, I think it's even more complex than that. Et quant aux éléments de pouvoir, d'ambition qui la motivent, je pense que c'est encore plus complexe que ça. C'est en effet aussi une des richesses de la trilogie de Kushiel, c'est la complexité des personnages. Une et là, bon, j'aime pas le terme personnage de chair et de sang parce que c'est quand même du papier avant tout, comme le rappelait un des auteurs hier, mais il y a quand même une richesse, une profondeur, une complexité qui nous approche quand même de ce qu'est parfois la vie. Et ça, j'ai trouvé que c'était un des éléments importants, c'est la volonté de complexifier au fur et à mesure, sans que ça paraisse un jeu sophistiqué, la psychologie de vos personnages, et y compris comment leurs actions les amènent à évoluer, y compris parfois contre leur gré. Yep, I think that's a good assessment. Every now and then it can be satisfying to read something cut and dried, black and white, just for the sheer cathartic, cheering on the hero because he's the hero and cheering because the villain was a bad guy. But I think there's a deeper, richer satisfaction in reading something more complex where you find yourself maybe secretly hoping that the villain gets away in the end, even if he doesn't get his way. Oui, je pense que c'est une bonne description de la chose. Des fois, ça fait du bien de lire quelque chose qui est vraiment très manichéen, très en noir et blanc, juste pour le simple plaisir cathartique de la chose. Le héros, c'est le héros parce que c'est le héros. Le méchant est très méchant, c'est le méchant. Mais je pense qu'il y a quand même une satisfaction plus profonde qu'on retire quand on lit quelque chose de plus complexe. On peut même se retrouver à espérer secrètement que le méchant s'en tire, même s'il ne parvient pas à ses fins. Quelque chose aussi qui me paraît un peu surprenant, en tout cas rare dans la fantaisie américaine, même si votre société évidemment est inventée, même si elle ne ressemble en réalité à aucune autre, puisque c'est une fiction, mais quand même, on y reconnaît Terre d'Ange, une sorte de France fantasmée différente de la nôtre.
on reconnaît d'autres pays européens. On ne va pas en dire plus pour ne pas révéler la suite du livre, où votre personnage va parfois se déplacer un peu plus loin. Pourquoi une écrivaine américaine a-t-elle eu envie de créer un monde, dès sa première trilogie, qui ne soit pas dans une sorte de métaphore des États-Unis, mais d'un autre pays et de l'Europe? Well, the easiest and most obvious answer is I do love writing historical fantasy, and the United States just doesn't have that long a history to draw on. La réponse la plus facile et la plus évidente consiste à dire que j'aime la fantaisie historique et que tout simplement les États-Unis n'ont pas l'histoire longue dont on a besoin pour ce genre de choses. And if you want to draw on a Renaissance sensibility, you really do have to go back to Europe. Et si on veut créer une sensibilité de type qui rappelle la Renaissance, on est obligé de revenir à l'Europe. But then also, as I've said before, and I apologize to those for whom this is redundant, but the setting was inspired in part by a trip to France, and particularly the south of France, in which I really fell in love with the landscape, the light, the scents, the whole atmosphere. Mais comme je l'ai dit avant, et je vous présente mes excuses si vous étiez déjà là et que vous avez déjà entendu ce que je vais dire, l'univers m'a été grandement inspiré par un voyage en France, dans le sud de la France, où je suis littéralement tombé amoureuse des paysages, des lumières, des parfums, etc. And also I was playing with the, at that time, not so well-known myth that the descendants of Jesus Christ by way of Mary Magdalene had arrived in the south of France and were part of the Merovingian dynasty, which became very well known when Dan Brown's Da Vinci Code came out. Et je jouais à l'époque avec des éléments de mythe qui n'étaient pas très connus. Le mythe selon lequel il y aurait des descendants de Jésus-Christ par Marie-Madeleine qui seraient arrivés dans le sud de la France et qui auraient même intégré la dynastie mérovingienne. Des éléments qui n'étaient pas très connus mais qui maintenant, grâce au Da Vinci Code de Dan Brown, le sont un tout petit peu plus. So those were reasons both pragmatic, emotional, and creatively to set it here. Donc c'était pour moi à la fois pragmatique mais c'était pour moi aussi un rapport avec mon émotion de placer ce monde-là dans ce décor. Et l'amour dans tout ça? Je voudrais dire que c'est aussi une dimension forte, l'émotion entre les personnages. Que ce soit celui de l'amitié, par exemple entre Phèdre et un personnage important, on va approcher avec un autre extrait tout à l'heure, un personnage qui n'est pas, je dirais, de sa catégorie, qui n'est pas de son monde, qui est un personnage issu d'une catégorie un peu réprouvée, un peu mal considérée. Donc l'amitié qui peut transcender les différences. Et puis l'amour aussi, on ne va pas en révéler, parce qu'il faut quand même qu'on ait des surprises, quand, en tout cas vous qui allez découvrir les livres. Il y a quand même Phèdre qui est capable d'éprouver des sentiments amoureux, pas seulement du désir, et y compris qui va tomber amoureuse, ou plutôt son amoureux au début, va être quelqu'un qui est choqué par sa façon de vivre et par ses goûts, et qui va être très déstabilisé, on va le voir pas mal dans le premier roman, entre autres dans le premier volume. Et puis aussi le rapport extrêmement ambigu, trouble, violent, entre Mélisande, donc une des méchantes de l'histoire, on ne dira pas plus, et puis Phèdre. Donc toute cette complexité des rapports humains, où les voies de l'amour et du désir ne sont finalement pas si simples. Et dans la fantaisie, c'est quand même relativement rare. Et dans un premier roman, c'est relativement rare. Ça n'a pas surpris la critique américaine ou ça a été remarqué ?